Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Médecin généraliste installé depuis plus de 40 ans à Olioul dans le Var, le docteur Rachid Bouchama incarne le parcours réussi d'un élève de l'école de la République, des classes maternelles au doctorat en médecine. Toujours en exercice, le docteur Bouchama revient dans cet entretien sur les événements personnels qui l'ont conduit à devenir médecin alors que rien ne l'y prédestinait. Il nous parle également de l'évolution du métier de médecin de ville, mais aussi des changements constatés dans le comportement de ses patients, leurs nouvelles attentes et parfois leurs exigences. S'il a choisi de devenir médecin généraliste dès son entrée à la faculté de Nice, c'est pour être sûr de pouvoir s'installer un jour à Olioul et nulle part ailleurs. C'est cette commune qu'il a accueilli, petit garçon arrivant d'Algérie, avec ses parents et ses 7 frères et sœurs, pour rendre un peu du bien qu'on lui a fait, et à son tour prendre soin de ceux qui l'ont aidé à s'intégrer et à grandir. Je me suis dit que si je faisais une spécialité, je ne pourrais pas l'exercer à Olioul. Parce que mon village, dans lequel j'ai appris à lire et à écrire au CP, au cours préparatoire, je voulais à tout prix être médecin dans mon village. Et pour être médecin dans le village, je ne pouvais pas être chirurgien, je ne pouvais pas être neurologue ni neurochirurgien. Il fallait que je sois médecin généraliste. Et en plus, il y avait tous mes camarades de classe, mes amis. Au lieu, c'était quand je suis arrivé dans le village, il y avait 4 à 5 000 habitants. Quand je me suis installé, on devait être dans les 7 à 8 000. Donc, pratiquement la moitié de la population, je la connaissais. Je me suis dit que ça allait être, pour moi, disons, un juste retour aux sources. J'ai été élève, maintenant je suis médecin, voilà. Et pas ailleurs. Olioul, parce que c'est le village qui m'a adopté, c'est le village où j'ai été heureux enfant, c'est le village où je me suis épanoui à l'école. Et j'ai eu mes activités sportives, j'aimais bien... J'ai participé à toutes les associations sportives possibles, le football, le rugby, de tout ce qu'on voudra. Et donc, pour moi, ma vie, elle se faisait là, quoi. Donc, je ne me suis même pas posé de questions, en fait. Puisque j'ai fait mes études à Nice, donc j'aurais très bien pu m'installer dans n'importe quel village de l'arrière-pays niçois ou ailleurs. Partir où j'avais envie, quoi. Mais mon envie, c'était de m'installer à Olioul. Mes parents habitent Olioul, mes frères et sœurs habitent Olioul. Et donc, c'était l'instinct grégaire, peut-être, vis-à-vis de ma propre famille, qui était toute là. Mon père avait 2 frères qui ont des enfants, j'ai je ne sais combien de cousins. Donc, on était une tribu Bouchama, Olioul, quand même. On l'est toujours, d'ailleurs. C'est vrai qu'on peut beaucoup gloser sur le fait que ceci, cela, etc. Mais c'était quand même avant tout aussi, parce que le métier de médecin, et surtout de généraliste, dans les années 70, c'était devenu du médico-social, du médico-psychologique. Donc tout ça, c'est vrai que dans la population, à ce moment-là, il y avait un fort besoin d'assistance au niveau sociologique et au niveau psychologique chez les gens, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Enfin, différemment d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe encore, malheureusement, mais c'est totalement différent. Je pense que le niveau de connaissance sanitaire des années 70 n'est pas celui d'aujourd'hui. Les gens, aujourd'hui, ils ont un niveau de connaissance sur le plan médical qui est largement au-dessus de ce qui pouvait être dans les années 70, où il y avait encore une pseudo-ignorance d'une grosse partie de la population quand même, sur plein de choses, sur des petites maladies bénignes, sur des petites histoires simples. Aujourd'hui, tout un tas de questions médicales sont résolues familialement. Un petit qui a un peu de fièvre, qui a mal je ne sais où, on ne court pas chez le médecin. À l'époque, c'était différent. Les gens étaient dans une réelle inquiétude et consultaient pour des petites histoires qui, aujourd'hui, n'auraient pas de sens. Donc, il y avait un vrai besoin
d'assistance médicale vraie, parce que quand les gens ont peur, ils ont peur, que ce soit, que ce soit justifié ou pas. Justifié aux yeux du professionnel, oui, pas justifié, oui, mais en attendant, le patient, lui, il vit son problème de manière aiguë. Et donc, un enfant qui a de la fièvre, tout de suite, c'était terrorisant pour eux. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Voilà, donc il y avait ce côté assistance médicale, éducation sanitaire et le côté social pour compléter un peu. C'est ce qui est devenu les généralistes d'ailleurs maintenant. Aujourd'hui même, peut-être un tout petit peu moins, ça baisse complètement de ce côté-là. Mais des années 70 jusqu'à la fin des années 2000, jusqu'à la fin des années 90, pardon, et même au début des années 2000, il y avait ce rôle médico-social du médecin. Et ensuite, ça s'est perverti, où on a introduit les explorations fonctionnelles modernes, les scanners, les échographies, tout ça, ça a relégué la vie du médecin en deuxième rideau. Et aujourd'hui, il y a un seul bon Dieu dans le domaine médical, c'est le scanner. Faites-moi un scanner, docteur. Aujourd'hui, les gens, ils vont faire une petite marche dans la colline, ils se tordent la cheville, ils arrivent, ils vous disent bon, écoutez, je me suis fait mal il y a 2 jours, ça rentre pas dans l'ordre, je me suis dit je vais voir mon médecin, il va me faire un scanner. Docteur, prescrivez-moi un scanner, va. Et il est perdu mon rôle. Mais alors à la différence que moi je me laisse pas faire comme ça. Mais il est vrai que de prime abord, les gens ne viennent pas dire « Docteur, vous ne pouvez pas regarder ma cheville pour voir si j'ai quelque chose d'important. » Non, ils arrivent avec diagnostic d'une entorse, avec peut-être des ruptures de ligaments, bien sûr, parce qu'ils voient tout de suite les choses en grand, et ils veulent un scanner tout de suite. Ah, c'est là que vous mettez, hop là, on se calme, monsieur, le scanner, on va voir. Et puis, bon, écoutez, vous savez quoi? Vous allez repartir avec une petite crème à appliquer dessus. Et si dans 10 jours, vous avez toujours mal, je vous promets, on fera le scanner. Et puis voilà. Ah oui. Ah ben tout se fait par discussion, ça c'est normal. Ah ben un médecin qui dialogue pas, ben il n'est pas écouté d'abord. Si vous n'assénez que des directives et les gens ils peuvent pas vous écouter. Il faut leur expliquer ce que vous faites et le pourquoi. Quand les choses deviennent claires pour les gens, parce qu'il ne faut pas partir du principe que les gens sont idiots non plus, parce que quand on leur, vous savez, vous montrez un texte de latin à un non-latiniste, si vous lui traduisez mot à mot, ben, il comprendra ce que vous êtes en train de lui expliquer, à la condition qu'il vous croie, que vous ne lui racontez pas des salades. Si vous tordez le cou à votre texte en lui disant « ouais, bon, eh ben à ce moment-là, il va dire « bon, il se fout de ma gueule, donc je ne l'écoute pas ». Voilà, donc contrôle fait a posteriori par les gens, 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, ben, après ils vous font confiance. Et à la 10e fois, ils ne se demandent même plus s'ils doivent ou pas vous faire confiance. Ils sont confiants. Au début, bien sûr, il faut acquérir et conquérir la confiance des gens. Une fois qu'elle est faite, après, ça marche. Et c'est vrai que des patients que j'ai depuis très longtemps, ils arrivent comme ça quand même. Docteur, un scanner. Et puis, asseyez-vous, monsieur un tel ou madame. Paf. Bon, écoutez, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse faire un scanner pour ça? Ça rime à rien. Vous avez fait ça, voilà, c'était. Et puis hop, de fil en aiguille, ben, les gens, ils repartent avec rien du tout. Et ils sont tout contents. Je crois que c'est comme tout un chacun, quand on est dans l'ignorance des choses, à partir du moment où on a un petit faisceau de lumière dessus, ben, on comprend de quoi il s'agit, et à ce moment-là, ça marche bien. Je convainc. C'est pas soigner. Non, je pense pas soigner, non. Je convainc les gens qui ont une conception
erronée par par crainte due à l'inconnu. C'est que quand on ne sait pas, on a peur. Mais une fois qu'on sait, c'est fini. La peur, elle nous lâche. Elle ne nous tiraille pas. Est-ce que c'est soigné ? Oui, peut-être, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment des soins. Je crois que c'est plus un rôle de communication, de savoir, c'est tout. Je communique mon savoir et mon appréciation des choses et mon jugement sur les choses, qui peuvent faire partie de la santé des gens, bien sûr. Il semblerait, d'après les statistiques, que 6 malades sur 10 qui consultent un généraliste consultent pour des raisons d'ordre psychologique, qui viennent avec une douleur ou qui viennent avec un symptôme fonctionnel. Ils ont mal au ventre et puis ils vomissent, ils toussent et ils s'étouffent. Et en réalité, quand vous faites le tour de tout ça, tousser et étouffer, ça n'a rien de... Ce n'est sous-tendu par aucune maladie. Les maux de ventre et les vomissements ou les nausées ne sont absolument pas sous-tendus par une quelconque pathologie d'origine digestive, simplement des perturbations d'ordre psychologique, parce que quelqu'un a eu dans les jours précédents quelque chose qui l'a meurtri, qui est venu envahir sa vie d'une manière aiguë et il n'arrive pas à se sortir de cette nasse. Donc il va traduire ça sous forme de symptômes, des symptômes qui peuvent être physiques comme la nausée ou les douleurs, ou des symptômes d'ordre psychologique, quoi. Quel que soit le métier du monde, si on n'évolue pas, si on n'évoluait pas, on vivrait toujours à l'ère d'Henri IV ou de Vercingétorix. Enfin, je ne sais pas. Ça semble tout à fait logique. Alors, à l'échelle d'une carrière, bien sûr, il est certain que les armes qui étaient les miennes au début de mon exercice et celles qui sont aujourd'hui ne sont plus les mêmes d'abord. L'abord de la médecine n'est plus le même. Il est devenu extrêmement technique alors qu'il était... il relevait d'abord à une époque de ce qu'on appelait l'art médical. Aujourd'hui, personne ne parle d'art médical. On parle de professionnels de la médecine. On est des professionnels, on n'est plus des artistes. Autrefois, le médecin était un artiste parce qu'il était capable d'analyser avec 3 petits symptômes. Il faisait un syndrome et avec un syndrome, il atterrissait sur un diagnostic et une maladie, un traitement. Aujourd'hui, qui c'est qui va se permettre de faire ça aujourd'hui ? Il serait la risée de tous ses confrères et la risée de ses patients surtout. Si je dis aux gens, moi je fais plus de scanners, je fais plus d'échographie, je ne fais plus que de la médecine physique, je vous examine, je vous interroge, je vous donne un diagnostic et je vous donne un traitement, les gens ils vont pas marcher. Donc aujourd'hui c'est devenu technique forcément. Ensuite au niveau, le rapport à la chimie surtout qui a évolué. Je pense que les prescriptions d'il y a 30 ans ou un peu plus, elles étaient beaucoup plus lourdes. D'abord parce qu'on était à mon avis, je suis même certain, on a énormément été manipulé par les laboratoires. Il n'y a qu'à voir les scandales qu'il y a eu ces dernières années. Évidemment, nous, on était médecins, on n'était pas des chercheurs, on n'était pas des industriels du médicament. Donc, on prétendait que tel et tel médicament avait telle et telle vertu. Eh bien, on le faisait. Et on était souvent menacés en disant, si vous ne faites pas ça, en fait, ça signifie ça et ça. Il faut en prévention faire ci, faire là. On a beaucoup traité par prévention avec des médicaments extrêmement lourds. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant on a eu la main lourde à cette époque-là, aujourd'hui, on est beaucoup plus... c'est terminé. Je pense qu'on a dû réduire au moins de 25 à 30%, voire peut-être même davantage dans certains secteurs de la médecine, du volume de prescription, du volume médicaments.
notamment ce qui touchait essentiellement les deux catégories de médicaments les plus utilisés dans la médecine générale à ce moment-là. C'était les antibiotiques, qu'on a distribués largue à main nue, comme on dit dans le jargon, et puis surtout les psychotropes et les anxiolytiques. Ça a été quand même... Ça a été une des grosses bévues de notre métier. Mais bon, en même temps, on était sous-tendu par des signatures de personnages célèbres, de médecins qui faisaient partie de l'Académie de médecine et du Gotha médical, des grands hôpitaux parisiens dont on citait le nom comme si c'était la Mecque de la médecine, quoi, et qui faisaient ça. Alors, nous, on pouvait pas être en reste, donc on faisait comme eux. Le problème, c'est qu'eux, ils avaient, ils avaient une commercialisation de leur nom et ils faisaient des études qui, soi-disant, étaient avalisées par un certain nombre de cas répertoriés avec 70% de réussite, 80%. Eh ben nous, quand c'était ça, si monsieur le professeur Tartampion de l'hôpital Lariboisière ou de l'hôpital Laennec ou de l'hôpital je ne sais où avait des résultats mirifiques en faisant ça dans cette situation, moi je suis pas couillon, je le fais aussi. Et voilà comment on l'a fait. On l'a fait sur une immense tromperie du corps médical de nos grands soignants du moment. Je pense qu'aujourd'hui, la crise qu'on vit va porter préjudice justement à ceux qui sont les experts et les donneurs d'ordre dans la population générale et dans la population médicale. Les médecins traitants, et même les spécialistes du reste, je pense, on est un petit peu dans la même assiette, ne sont pas vus comme associés de ces gens-là. On n'est pas associés aux experts de la médecine. Nous, on est sur le terrain, c'est-à-dire on est au quotidien, on nous amène leurs mamies et leurs papis, ou on nous amène leurs enfants, et ils savent très bien qu'on n'a rien à voir avec l'oligarchie des experts médicaux parisiens. Ils savent très bien qu'on n'a pas de connivence avec eux, non. Ça n'apporte pas préjudice à l'exercice de la médecine de ville et de famille. Non. Non, non, non. À aucun moment. Non, non, je crois que je suis resté ce que j'étais quand j'ai été étudiant, quand j'ai été... franchement, la personne en elle-même, je n'ai pas changé fondamentalement sur les principes essentiels qui ont guidé ma vie en général, non. Non, j'ai pas pris de virage, ni de virage brusque, ni même de virage à grand arc de cercle, non. Je crois que me suis maintenu dans ma vie dans une direction à peu près toujours la même, peut-être avec quelques zigzags par-ci, par-là, mais pas plus. Mais toujours retour dans l'axe principal de ma vie, non. Non, 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 ça n'a pas interféré. Alors après, je ne sais pas ce que j'aurais vécu comme vie si je n'avais pas été médecin. Mais bon, on parle de celle-là, de vie. Je pense que j'ai donné à ma vie la direction que j'ai voulu lui donner et je ne m'en suis pas départi. Il n'y a pas eu, il faut dire, d'accidents particuliers dans ma vie qui auraient pu faire que je puisse changer complètement d'orientation. Non, j'ai rien à relever de particulier de ce côté-là. Non, j'ai vécu comme j'ai voulu vivre. Voilà. J'ai vécu comme j'ai voulu vivre, oui. C'est-à-dire rien. Ça n'a pas interféré. Voilà, je n'aurais pas été médecin, par exemple, j'aurais été, je sais pas, conseiller juridique ou conseiller financier dans une banque, j'aurais eu la même vie.
Évidemment, avec les relations sociales qui auraient évidemment changé, parce que quand on est médecin, on a des relations avec une catégorie de gens. Quand on est banquier ou qu'on travaille dans une banque, on a des relations avec d'autres gens. Alors, non, moi, ça a maintenu mon côté social, parce que je suis très social dans ma vie, dans mon comportement et dans mon être. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu défendre les gens par rapport aux agressions dont ils pouvaient être victimes, soit du domaine politique, soit du domaine public, soit de l'injustice de la vie en général. J'ai toujours été du côté de ceux qui ont... je suis du côté de ceux qui ont mal quelque part dans leur vie. Alors, est-ce que je l'aurais été de la même façon si j'avais été banquier? Je ne sais pas. Et puis, je vais vous dire, je m'en fous parce que je n'ai pas été banquier et je n'ai jamais voulu être banquier. Donc, ça ne change pas. Je sais pas, ça a fait partie de ma vie tout de suite de ne pas avoir été d'accord tout de suite avec les injustices que j'ai pu voir autour de moi. L'attitude des forts par rapport aux faibles m'a toujours indisposé, ça m'a toujours irrité, ça m'a monté contre ceux qui étaient justement les donneurs d'ordre et les donneurs de leçons par rapport à ceux qui étaient en position de faiblesse ou en position de souffrance. Ça fait partie de moi, je crois que même tout petit, j'étais comme ça. Pas dire que je défendais mes camarades, parce que moi, j'étais pas un grand costaud pour aller casser la gueule aux plus grands, mais en règle générale, j'étais toujours avec ceux qui étaient ostracisés par les autres, mis de côté, à qui on voulait plus parler, etc. Ça, c'était à l'école. Et puis, étudiant, j'ai tout de suite été embrigadé dans une camaraderie qui correspondait à ce que j'étais. Et puis, voilà. Et ensuite, ça s'est déroulé comme ça, naturellement, en ayant toujours été un peu hostile à tout ce qui était hors système solidaire. Tout ce qui était un peu, comment dire, tout ce qui était individualiste, la réussite, tous ces gens-là m'irritaient un peu. J'avais pas envie d'avoir de contacts plus serrés que ça avec eux. Je pense que ça devait être comme ça, parce que, bon, moi, évidemment, j'ai quelques petits souvenirs d'enfance où on vivait en tribu quand même. C'est-à-dire que vous aviez une équipe de grands-parents ou d'arrière-grands-parents qui avaient eux aussi leurs contemporains qui étaient là, chacun avec sa descendance, et on faisait ce qu'on appelait dans une petite communauté humaine de l'époque, ça s'appelait un douar. Et le douar, ça regroupait des familles sur 3 ou 4 générations, sur 3 générations au moins, et avec leurs descendants, et où il y avait un cousinage qui était évident, avec parfois importation d'hommes ou de femmes venant de l'extérieur par le biais des mariages, mais en règle générale, ça restait une tribu liée à un nom ou 2 noms ou 3 noms. Il y avait 2, 3 noms qui couraient dans la communauté, qui faisaient qu'on était tous ensemble. Donc on avait ce côté solidaire, ça c'est clair. Ah oui, sans solidarité dans ces sociétés-là, c'était la catastrophe et le désespoir voué à chacun, à tous ceux qui ne faisaient pas partie d'un groupe humain. C'était un groupe humain auquel on ne pouvait pas échapper, sinon on ne pouvait pas survivre. La survie des individus, elle était liée au groupe, ça c'est sûr. Et ça, je pense que ça m'a quand même imprégné, il n'y a pas de doute.
C'est vrai que quand on a l'âge de 13 ans, 14 ans, mon père était journalier, comme on dit, et on était 8 enfants. Et il avait un salaire de misère pour nourrir toute la brigade qu'on était d'enfants. Évidemment, il n'y avait pas d'argent de poche, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela, on n'avait pas droit à ci, on n'avait droit à pas grand-chose, si ce n'était au moins d'être nourri et logé, c'était déjà énorme. Ah, pour tout ce qui touchait à l'aide extérieure, c'était un peu voué à l'échec. Et c'est vrai que très souvent, à 14 ans, on a l'âge d'aller travailler. Hein, on peut aller exercer une profession, aller être journalier aussi, et gagner sa vie. Et c'est vrai, ça peut être tentant pour un enfant de 14 ans d'avoir brutalement de l'argent qu'il n'a jamais eu. Alors j'ai fait des tentatives l'été de travailler et je me suis rendu compte que l'effort physique fourni, l'embrigadement que ça justifiait, les invectives de l'employeur faisaient que c'était quand même extrêmement désagréable et d'un rapport que je trouvais assez minable. Donc pour le coup, je suis revenu sur l'idée d'aller travailler parce que j'ai failli aller travailler, aller apprendre un métier, la peinture, l'électricité ou je ne sais quoi, la maçonnerie et gagner de l'argent quoi, pour aider ma famille parce que j'avais toujours ce côté-là où je voulais aider pour essayer de multiplier par 2 le salaire de mon père. Bon, et mon père il m'a dit non. Et, enfin, c'est lui qui il m'a dit non, ça c'est pas possible, si tu peux aller à l'école, il faut le faire. Enfin, comme tout bon parent, hein, je crois que c'est pas spécifique à ma famille. Et donc, quand j'ai vu la difficulté que c'était de travailler comme ça pour gagner si peu, je me suis dit non, ça c'est pas possible. Tant pis, j'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'aurai un métier où je gagnerai bien ma vie. Voilà, ça oui, c'est vrai. C'est vrai que ça m'a incité à faire des études et à être à même de gagner quand même un peu plus facilement ma vie et un peu mieux surtout. Mieux et plus, si c'est possible. Ce qui m'a effectivement stimulé, ou en tout cas, allez, on va dire que c'est une image d'enfant que j'ai en tête et que j'ai gardée, puisque je l'ai encore aujourd'hui, c'est l'arrivée du médecin de famille un beau jour qui débarque chez moi en présence de ma mère qui était malade. Et il débarque, c'était un médecin des années, je ne sais d'où il sortait, il avait un chapeau melon et une redingote noire. Alors, dans la tête d'un enfant de l'époque que j'étais, peut-être 6 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, peut-être 9 ans, j'en sais rien. Pour moi, c'était un personnage extraordinaire. C'était quelqu'un pour qui il y avait un respect phénoménal. Et en plus, je sais, parce que par la suite, je l'ai connu beaucoup plus tard comme médecin, en fait, c'était un personnage qui était imbu de sa personne et qui jouait le docteur. Il surjouait. Bon, à l'époque, moi, je ne le savais pas qu'il surjouait. Mais pour moi, c'était un personnage de film, de cinéma, de roman. Et donc, je me suis dit, mais si un jour je peux être comme lui, alors, ça sera formidable. Voilà. Mais pour tout dire, effectivement, c'est quand même pas ça. Ça, c'est une image qui est restée dans ma tête, qui a évidemment mûri, bien évidemment, mais je pense que ça a sous-tendu le reste. Et c'est surtout parce que ma mère a été gravement malade à l'âge d'une trentaine d'années, c'est-à-dire quelques années après notre arrivée en France, très peu de temps. Hein. Je crois que 62, 63, allez, ça faisait 4-5 ans qu'on était en France, et elle a attrapé cette maladie horrible qui était la polyarthrite rhumatoïde, pour laquelle il n'y avait évidemment pas de traitement à l'époque, qui était très mal suivi. Bon, les critères médicaux et les connaissances de l'époque étaient ce qu'elles étaient.
Et donc, elle en a hérité d'un handicap extrêmement invalidant pour elle. Et c'est vrai que ça m'a fortifié dans l'envie et dans le désir d'être médecin. Ça, c'est clair. Il y avait ça, et ensuite, il y avait un autre événement dont je me souviens encore aussi, puisqu'il est toujours inscrit dans ma mémoire, c'est que lorsque j'étais jeune lycéen, j'allais dans un lycée de Toulon, là, sur le boulevard de Strasbourg, qui est le lycée Peiresc aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est toujours le lycée Peiresc, d'ailleurs. Et les activités sportives avaient lieu au stade Sainte-Musse, Fontpré, qu'on appelait à l'époque, et qui est aujourd'hui Sainte-Musse, parce que, évidemment, dans l'environnement immédiat du lycée, il n'y avait pas de terrain de football. Terrain de football de plein air. Et donc, on allait là-bas. Et je me souviens encore, je devais être en 6e ou en 5e, lorsque j'étais sur ces terrains de sport-là, en levant la tête, j'avais en vue l'hôpital Fontpré, qui venait d'être construit, qui était tout nouveau d'ailleurs. Je pense qu'il a dû être construit au début des années 60 ou quelque chose comme ça, qui était tout neuf, tout brillant, avec des vitres qui reflétaient la lumière. Et je sais qu'à une époque, j'allais faire mon activité sportive et ma mère était à l'hôpital. Et ça, c'était quand même... Alors quand j'étais petit, qu'il fallait que j'aille à l'école, que je travaille bien, je me disais, faut que je la soigne, quoi. Oui, c'est vrai que je n'ai pas souvenir d'avoir eu des difficultés scolaires, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au lycée. Et d'ailleurs, j'ai tellement pas eu de difficultés que j'ai passé mon baccalauréat en première parce que j'avais hâte de rentrer à la faculté, tout simplement. C'était pas pour autre chose. Et c'est vrai que sans comprendre ni pourquoi ni comment, je me suis retrouvé en fin de seconde à me préparer la classe de première en mathématiques et en physique seulement, parce que le reste, je l'ai fait au cours de l'année après. Mais quand je suis rentré en première, j'avais déjà en possession le programme de physique et de mathématiques que je possédais déjà de manière quasi parfaite, quoi. J'avais mon programme tout bien fait. Et donc, quand je suis rentré en première, il ne me restait plus qu'à finir mon programme de terminale. Et ce qui fait qu'à la fin de la première, j'ai passé mon baccalauréat et je l'ai eu avec une mention assez bien. Pas très bien, mais assez bien quand même. Et voilà. Et donc, lorsque je me suis inscrit en médecine, l'année d'après, dès la première année, moi, du premier coup, j'ai réussi mon année. Et puis voilà. Après, ça s'est déroulé naturellement, sans aucune difficulté. Mais les moments difficiles, c'est vrai que je ne les ai pas vécus comme des moments difficiles. Le baccalauréat, la première année de médecine, ça n'a pas été douloureux, quoi. Ça a été un travail acharné quand même en médecine, parce que la première année, il y avait quand même, je ne sais plus combien de matières, là, il fallait tout savoir. C'est vrai qu'il y avait un volume. Voilà, il y avait du volume. Mais la difficulté, c'était le volume, c'était pas la compréhension des choses. La compréhension, elle me venait rapidement. Le problème, c'était d'avoir un sac suffisamment assez grand pour mettre tout dedans. Ça, alors là, le jour où on prête le serment d'Hippocrate et qu'on présente son mémoire de docteur, de médecin, ils ont pleuré, tout simplement. Ils ont pleuré le jour où j'ai été reçu par mes pairs de l'Académie de Nice. Mes parents étaient dans la salle et à la sortie, ils m'ont serré dans leurs bras et ils ont pleuré. Bon, c'est une petite image qu'on retrouve dans toutes les familles. Je pense que c'est pas propre à moi. Tous les deux m'ont tellement soutenu, tellement porté au nu. Ils étaient en admiration tout le temps de moi, donc ils m'ont aimé. Donc ils ont fait quelqu'un d'heureux de moi.